sans frais, une formation de base sur les incoterms, les nouveaux incoterms, pour comprendre un peu tout ça. Évidemment, en 55 minutes, c'est un peu limité, mais vous allez certainement en tirer un excellent bénéfice. De toute façon, notre webinariste d'aujourd'hui, M. Sylvain Pelchat, restera disponible par la suite pour vous répondre, soit au téléphone, soit pour courrier électronique, pour vous donner des informations supplémentaires. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à notre expert de ce matin et on est ensemble pour la prochaine heure. Il est possible de poser des questions. Je vais vous montrer rapidement le fonctionnement de la plateforme quand même pour faciliter un peu. Plusieurs d'entre vous, c'est nouveau. Alors, sous mon image, juste ici, en bas, il y a une main levée, comme ça. Alors, si vous voulez poser une question, par exemple, vous levez la main, comme je viens de le faire. Quand je veux l'enlever la main, je repèse dessus et elle s'enlève. Comme ça, lorsque vous le faites ici, nous, on entend un son, un appel sonore, et vous pouvez, tout en bas complètement, dans le chat, écrire un petit quelque chose, une question, et on va répéter la question vocalement pour que tout le monde l'entende, et on va vous donner la réponse. Alors, en cours de route, évidemment, on invite les questions, mais comme vous êtes 37 d'inscrits, on peut pas faire que des questions parce qu'on a quand même du matériel. Mais il faut pas hésiter. Vous avez des questions à poser, il faut le faire. De plus, nous avons un petit document. Vous pouvez télécharger à la toute fin et le PowerPoint et un document qu'on a mis à votre disposition sur les incoterms. Tiens, c'est en anglais. C'est les nouveaux incoterms 2010 qui sont ici. Alors, vous irez en bas à droite complètement, là-bas, en bas, où c'est écrit document à télécharger, à la fin seulement, et vous irez chercher le document en question pour votre référence, et bien sûr, le PowerPoint, ça voudrait être des plus complets. Alors, dans l'endroit où se trouve la petite main en question comme ça, si vous cliquez sur le menu déroulant, il y a aussi un pouce pour dire que vous êtes d'accord, comme ça que vous n'êtes pas d'accord, la lumière allumée pour dire que vous avez compris, la lumière éteinte pour dire que vous n'avez pas compris, puis l'autre, l'horloge pour dire que vous êtes parti au petit coin, j'imagine. Alors, si vous avez bien compris ce que je viens de faire là, j'aimerais que vous allumiez la lumière. C'est ça, excellent. Super, Madame Caron, voilà, excellent. Voilà. Toi, alors tout le monde nous donne le... Parfait. Alors, n'oubliez pas d'enlever la lumière, s'il vous plaît. Maintenant que vous avez compris le principe, mais enlevez les lumières. Et je cède la parole à notre webinariste de ce matin. Si on a une question, M. Gaudreau, bon matin à chacun. Mme Gaudreau, parfait. Alors, on est bon? Allons-y. Si vous avez une question, après avoir levé la main, il faut l'écrire en bas. Et puis cliquer sur retour de chariot pour qu'on la voit apparaître. On va suivre ça de près. Merci. Alors, bon matin tout le monde. Sylvain Pelchat, je suis de TBM International, donc avec Carl pour cette formation aujourd'hui. Bien entendu, c'est une technologie très avant-gardiste. Félicitations, Carl. La formation que vous allez voir aujourd'hui, on la donne sur 3 heures habituellement. Et ce qu'on va faire en 60 minutes, bien entendu, on va aller à l'essentiel. On ne viendra pas sur l'historique des incoterms, on va aller vraiment sur l'essentiel et les changements. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que la Chambre de commerce internationale veut voir au cours des prochaines années? Comme vous savez, les anciens incoterms datent de 2010. Alors, Carl, tu vas faire la gestion des mains et ces choses-là? Oui. Excellent. Alors, sans plus tarder, allons-y. Donc, on va voir rapidement l'évolution des incoterms, les rôles et les limites, bien entendu. Les incoterms ont des rôles et des limites. Comment rédiger un incoterm? Il y a des nouvelles indications pour les incoterms 2010 qui vont faire en sorte qu'on va être en mesure de séparer les anciens incoterms des nouveaux. On va voir également qu'il y a 2 familles d'incoterms maintenant. Il y a les incoterms multimodaux et les incoterms reliés au maritime et au fluvial. On aura quelques études de cas en cours de route pour bien imager ce qu'on veut parler. Et je vais terminer avec 2 volets qui sont pas directement touchés par les incoterms, mais qui sont carrément reliés aux incoterms, c'est-à-dire la responsabilité limitée des transporteurs, parce que dans la tête de beaucoup d'entrepreneurs, lorsqu'ils vont contracter un contrat de transport pour déplacer une marchandise vers le Canada ou à l'extérieur du Canada, on s'imagine que la marchandise est assurée. Et c'est pas toujours le cas. Et bien entendu, on va terminer avec un truc sur l'assurance cargo.
Et c'est vraiment un overview. Et comme Carl disait précédemment, l'idée aujourd'hui, c'est que vous ayez l'information de base. Vous avez mes coordonnées par la suite, vous allez pouvoir me suivre par courriel ou si on n'a pas la réponse immédiatement, on va trouver la réponse pour vous. Les Incoterms viennent d'être relâchés officiellement le 27 septembre dernier par la Chambre de commerce internationale à Paris et ils vont être en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Alors, qu'est-ce qu'un Incoterm? Bon, Incoterm, c'est un acronyme pour International Commercial Term. Alors, depuis 1936, la Chambre de commerce internationale, les membres qui sont dans le fond les chambres de commerce nationales, dont la Chambre de commerce du Canada, la Chambre de commerce d'Allemagne sont membres de cette chambre-là. Et ils représentent nos entreprises. Donc, si vous êtes en entreprise, ils vous représentent. Si vous êtes des consultants, ils représentent vos clients, membres de ces chambres de commerce-là. La dernière révision datait de l'an 2000. On va voir ce qui s'est passé depuis l'an 2000 au niveau des Incoterms. Et qu'est-ce qu'un Incoterm? Finalement, la phrase du milieu de la diapositive vient résumer tout. C'est-à-dire qu'un Incoterm, c'est une tentative d'assurer une entente mutuelle entre un acheteur et un vendeur avec des interprétations standardisées parce que vous connaissez le commerce international. Et bien entendu, les Incoterms ne valent rien s'ils ne sont pas indiqués quelque part dans l'entente, le contrat, les bons de commande ou encore la facture commerciale. OK. Ensuite de ça, vous parlez rapidement pourquoi les Incoterms 2010. Alors, pourquoi les anciens Incoterms dataient de 80 avant ceux de 2000, donc il y a eu 20 ans. Et là, pourquoi en 10 ans, on voit l'urgence de faire une modification aux Incoterms? Principalement 3 volets. Vous savez très bien que le monde a beaucoup changé dans les 10 dernières années. L'Union européenne était à ses premiers balbutiements. Aujourd'hui, on parle de 27 pays avec aucune frontière entre elles. Donc ça l'a amené un changement parce que les pays qui s'échangeaient des marchandises et devaient passer des frontières, comme la France, l'Allemagne, les différents pays, n'ont plus de frontières. Et ils continuent à utiliser les Incoterms. Ensuite de ça, gros volet également, les Américains ont décidé de joindre le concept des Incoterms, ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, partout aux États-Unis actuellement, les chambres de commerce des différentes grandes villes, qu'on parle de New York, qu'on parle de Los Angeles, San Diego et tout ça, font des conférences comme on a aujourd'hui pour sensibiliser la communauté d'affaires américaine aux nouveaux Incoterms. Est-ce que les anciens Incoterms les UCC seront toujours utilisés, bien entendu, mais on va voir qu'il y a une volonté des Américains de s'harmoniser au commerce mondial. Également, septembre 2001 n'avait pas eu lieu en 2000 à la dernière parution, donc tous les éléments de sécurité, on va tenir compte de ça également. Et en terminant, bien entendu, on était encore à l'époque documentation papier en l'an 2000, et bien entendu, les avancées électroniques ont fait en sorte que maintenant, beaucoup de ce qu'on va appeler des prior notice ou des avis avant des passages à la douane sont maintenant électroniques et sont acceptés par les organisations douanières. Alors, on va voir un peu de quelle façon ça va être interprété. Les Incoterms. Alors, qu'est-ce qu'un Incoterm vient faire? Alors, retenez bien A et B parce qu'on va les revoir tantôt. Les obligations A sont vraiment celles du vendeur. Et les obligations B sont celles de l'acheteur. Et la façon dont elles ont été faites, elles ont été vraiment faites en miroir. Et vous allez, autrement dit, les responsabilités du vendeur vont se terminer lorsqu'on va débuter celles de l'acheteur. Alors, le rôle numéro 1 des Incoterms, c'est stipuler plutôt les obligations de chacun des deux parties. Alors, qui va s'occuper du transport, qui va s'occuper de l'assurance, qui va faire la documentation, qui va s'occuper de faire les chargements de marchandises et au niveau de la livraison, qui est responsable de quoi. Et également, on va également utiliser les Incoterms pour délimiter qui est responsable de quoi. Parce que même si je paie le transport en tant que vendeur jusque chez mon client dans le pays de destination, ça ne veut pas dire nécessairement que je vais me rendre responsable de la marchandise en cours de route. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que ça va avec des petits pouces? Alors, j'ai des mains qui se sont levées. Alors, ce sont des mains qui ne sont pas refermées. Alors, peut-être que, oui, c'est ça. Donc, monsieur ou madame Goudreau, peut-être juste recliquer sur la main et j'ai quelques pouces en l'air. Parfait. Donc, excellent. On est bien parti. On enlève les pouces. Et ceux qui ont mis leur pouce, vous pouvez enlever votre pouce maintenant et on continue. Alors, l'Incoterm, OK. Aujourd'hui, moi, ce que je vais faire, je suis un gars de terrain, je travaille beaucoup en entreprise. C'est mon métier. Donc, on fait tout ce qui est certification CTPAT, opérateur économique agréé. On aide les entreprises à maximiser leur chaîne logistique et les Incoterms font partie
de ces éléments-là. Alors moi, je suggère toujours à mes clients que l'Incoterm doit être le point de départ. Lorsque la marchandise est en circulation, est déjà partie, on s'est pas entendu entre le vendeur et l'acheteur sur un Incoterm, il est trop tard. Là, on est parti pour une négociation, finalement, où les deux parties vont être souvent perdantes dans ça. Alors, c'est pour ça que dans votre entreprise, vous devez vous assurer que les gens qui sont chargés du développement des affaires sont au courant de l'Incoterm de départ, de l'Incoterm de négociation. Et lorsqu'ils reviennent de leur négociation, qu'ils communiquent quel est l'Incoterm à l'équipe à l'interne, les contrôleurs, les gens au compte et la direction. Parce que vendre des produits ex-works où on ne se rend pas responsable d'aucun frais ni responsabilité de transport, et à l'inverse, on va aller chercher un Incoterm comme un DAT ou un DAP, qu'on va voir aujourd'hui, deux nouveaux Incoterms. Il y a un monde de différence parce que là, on doit payer le transport. Donc, une marchandise que je vais vendre 10 000 ou que j'anticipais vendre 10 000 et qu'on n'a pas choisi, ou on n'a pas le bon Incoterm, va me coûter 2 500, 3 000 de plus de transport. Mais ça fait la différence entre faire des sous souvent et pas faire de sous. Bien entendu, une fois, même si l'Incoterm n'a pas de force légale comme telle, une fois qu'il est incorporé à une entente commerciale ou à un proforma, il a force légale. Donc, les tribunaux internationaux vont le reconnaître. Donc, un Incoterm qui est en l'air, je pensais on s'était entendu, oubliez ça, l'Incoterm veut justement éviter qu'on ait un malentendu entre l'acheteur et le vendeur, et en le mettant par écrit, à ce moment-là, l'interprétation va se faire. Et on va voir comment aujourd'hui on peut préciser davantage cet Incoterm. Donc, c'est pas une loi. L'Incoterm n'est pas une loi, mais s'il est indiqué, il va être accepté par les différents tribunaux. Et c'est sûr que c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui vont me dire, Sylvain, ça fait des années qu'on fait du commerce international avec nos clients. On n'a jamais eu de problème, on n'a jamais eu d'Incoterm. Ben, tant mieux, vous êtes très chanceux que c'est jamais arrivé. Mais les Incoterms sont là, justement, pour éviter s'il y a un problème en cours, en transit de marchandises, pour éviter qu'il y ait des argumentations. Alors, la différence entre les 2000 et les 2010. Alors, aujourd'hui, on est rendu en novembre 2010 et encore aujourd'hui dans les entreprises, les Incoterms sont méconnus, donc ceux de 2000. Alors, imaginez, on arrive avec des Incoterms 2010 et là, on anticipe justement avec la Chambre de commerce, quand je dis je parle de la Chambre de commerce, que les gens vont prendre les 10 prochaines années à appliquer davantage les Incoterms 2010. Et nous, ce qu'on veut ici au Canada avec nos entreprises, c'est d'être proactifs et connaître et commencer tout de suite à les utiliser, les nouveaux Incoterms. Alors, on les a simplifiés. Il y avait 13 Incoterms, on est rendu à 11. Et là, ce qu'on a fait, c'est une excellente chose. On a séparé les Incoterms pour les gens qui utilisent des transports multimodaux. Alors, si dans un mouvement de marchandises, vous avez par exemple un camion qui est impliqué parce qu'il vient le chercher chez vous, il va embarquer sur un train, il va traverser à Vancouver, être mis sur un bateau, expédié au Japon. Alors, il y a plusieurs modes de transport impliqués dans le mouvement. Alors, il va faire partie des Incoterms multimodaux. Et par contre, les gens qui n'utilisent que le maritime, on a 4 Incoterms pour le maritime, mais dans la majorité des entreprises ou des gens que vous représentez parmi les participants aujourd'hui, vous êtes plutôt du côté des gens qui utilisent les transports multimodaux. On va mettre beaucoup d'emphase sur ces 7 Incoterms-là aujourd'hui et on va effleurer les 4 derniers qui sont vraiment pour le transport maritime. Donc, dans toute cette équation-là, il y avait 13 Incoterms, on en retire 4 et on en ajoute 2. Alors, pourquoi faire simple quand c'est compliqué? Mais c'est beaucoup plus simple de la nouvelle façon, c'est-à-dire qu'il y a 2 nouveaux Incoterms qui apparaissent. Il y en a un qui s'appelle DAT pour Delivery at Terminal et un autre qui s'appelle DAP pour Delivery at Place. Donc, vous voyez que c'est 2 Incoterms qui sont dans le groupe D pour la livraison. Alors, très peu de changements au niveau du groupe E. Donc, on voit que les Incoterms E, il y en a un seul qui est Ex-Works, qui est un Incoterm vraiment au départ usine. Le groupe F, il y a bien entendu le FCA qui est demeuré du côté des multimodaux, tandis que le FOB et le FAS ont été délégués du côté maritime. Alors, plusieurs personnes aujourd'hui vont être déçues d'apprendre que le FOB est en voie de disparition, alors que d'autres vont être très heureux d'entendre cela. On va le voir un peu plus loin. Dans le groupe C, les 2 premiers Incoterms que vous voyez à l'écran, le CIP et le CPT, demeurent du côté des Incoterms multimodaux, alors qu'on a transféré du côté maritime le CIF et le CFR. Et finalement, dans le groupe D, DAT, DAP apparaissent et DDP demeure toujours. Alors, vous voyez que le DDE a disparu, va être remplacé par le DAP. On va les voir, les Incoterms, les uns après les autres dans les prochaines minutes. Alors, les obligations de vendeurs et acheteurs, j'en ai parlé tantôt. A,
va représenter les obligations du vendeur et B, les obligations de l'acheteur. Alors d'ailleurs, c'est plus long, tu vas charger, Carl, je ne sais pas si on a un problème technique. Ça va. OK, parfait. Alors, à l'écran, vous voyez que l'information que je vais vous transmettre aujourd'hui est disponible dans le livre Incoterm 2010, qui est disponible. Alors, vous pouvez l'avoir la version anglaise ou encore celle que je possède ici, la version bilingue. Alors, à l'adresse ICC Books. J'ai vu également des librairies en ligne au Canada et aux États-Unis qui ont commencé à vendre le manuel, qui en passant, faites pas le saut, là, mais il est dans les $50 US et plus. Alors, allons-y justement avec les obligations, donc dans le partage des responsabilités. Alors, vous pouvez voir que on va passer de A1 à A10, et vous pouvez voir que A1, les obligations du vendeur, alors en B1 de l'autre côté, vous avez les obligations miroirs, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, où les obligations du vendeur se terminent, débutent celles de l'acheteur. Alors, en premier, en A1, les obligations du vendeur et les obligations minimales, dont celle, entre autres, de faire la préparation de la documentation. Pourquoi? Parce que c'est le vendeur qui sait qu'est-ce qu'il y a dans la marchandise, c'est-à-dire, il y a 3 palettes, il y a tel équipement, tel numéro de série, tout ça. Donc, c'est le vendeur qui doit porter assistance à l'acheteur pour faire cette documentation-là. En A2, on va un petit peu plus loin. On indique, OK, qui doit s'occuper d'aller chercher, par exemple, les licences, si c'est le cas. Donc, la majorité des domaines n'ont pas besoin nécessairement de licences pour sortir du Canada ou de permis ou de visa ou quoi que ce soit. Mais dans certains cas, oui. Donc, au Canada, entre autres, on a la DMC, la Direction des marchandises contrôlées à Ottawa, qui va réglementer, entre autres, tout ce qui est défense nationale, tout ce qui est armement. Alors, pour sortir du Canada, les entreprises doivent avoir des autorisations. Alors, c'est qui? Est-ce que c'est l'acheteur ou le vendeur qui doit s'occuper de ces autorisations-là, autant dans le pays d'origine que dans le pays de destination? Alors, pour chacun des Incoterms, c'est dans A2, B2 qu'on va trouver cette information-là. Bien entendu, A3 va venir indiquer lequel des deux va venir prendre le contrat de transport principal et les assurances s'il y a lieu, on va le voir tantôt. En A4, c'est la livraison, où se termine ma responsabilité à moi en tant que vendeur lorsque je vais mettre la marchandise, entre autres, à la disposition de mon acheteur et où lui va prendre possession. Donc, l'Incoterm va l'indiquer. En 5, c'est le risque. Alors, à quel endroit va se transférer le risque entre l'acheteur et le vendeur. Et de l'autre côté, on voit que A6, c'est vraiment des coûts. Alors, A5, c'est où est-ce que mon risque en tant que vendeur se termine. Et en A6, où est-ce qu'on partage les coûts. Je paie le transport jusqu'à quel endroit. En A7, il peut y avoir des avis au vendeur ou à l'acheteur. Exemple, vous avez vendu une marchandise en Allemagne. L'acheteur allemand vous mentionne dans la transaction, en passant, Sylvain, on est au 27e étage dans un édifice au centre-ville d'Hambourg. Alors, c'est important que vous le sachiez parce que, dépendant de l'Incoterm que vous avez choisi, si vous devez livrer jusque chez votre client, vous devez avoir l'équipement adéquat de l'autre côté pour faire la livraison la première fois. Sinon, vous le savez, ça va être des frais, ça va être des délais et c'est des problèmes inutiles. Donc, on va retrouver ça à la rubrique A7B7. En A8, quelle est la documentation que je dois produire en tant que vendeur ou acheteur en dehors du proforma, par exemple, et du certificat d'origine? Est-ce que j'ai d'autres documents à mettre comme des visas consulaires ou des trucs comme ça? C'est dans A8, B8 qu'on va trouver ça. En A9, quelle est la responsabilité, entre autres, du vendeur pour tout ce qui est justement vérification visuelle des marchandises, emballage, marquage, arrimage, donc tout ce qui est préparation de l'expédition avant qu'elle soit ramassée ou donnée à un transporteur. Alors ça, c'est extrêmement important. Il y a souvent des vendeurs qui vont dire « c'est pas mon problème, c'est mon acheteur selon l'Incoterm qui s'occupe de ça ». Ce n'est pas tout à fait la réalité. Qui d'autre est mieux placé que le vendeur pour pouvoir assurer ce volet-là? Et au point 10, c'est un peu comme dans une compagnie, toute autre tâche connexe. Alors, au point 10, c'est vraiment tous les autres volets qui n'ont pas été informés là. Et bien entendu, le principal, c'est de supporter un et l'autre. Si notre courtier en douane, notre transitaire, le transporteur en cours de route a besoin d'informations qu'il n'a pas entre les mains, donc de porter assistance aux gens impliqués dans la transaction internationale. Alors, les 11 Incoterms. Alors, rapidement, voici une diapositive que vous allez adorer. Alors, vous avez à gauche les règles Incoterm pour tous les modes de transport. Alors, Ex-Works, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP pour les multimodaux. Et l'autre côté, on voit que le fameux
FOB et CIF sont passés du côté maritime. Alors, autrement dit, ils sont en voie d'extinction du côté multimodal. Est-ce qu'on va continuer à avoir les fameux FOB de Chine? Oui, bien entendu, parce que même si les nouveaux Incoterms 2011 vont être en vigueur dès le 1er janvier, ça n'empêche pas que les entreprises vont pouvoir continuer à utiliser les anciens Incoterms et même dans certains cas les UCC américains. Mais on a une tendance claire et nette avec la Chambre de commerce qui pèse fort là-dessus, les Américains qui viennent de joindre et la communauté internationale. Après Paris, on s'est tous dit, on retourne dans nos pays et on s'assure même avec les banques et avec les différents transporteurs transitaires qu'on va s'aligner tous pour que les entreprises utilisent les nouveaux Incoterms. D'ailleurs, ce que vous pouvez voir ici à l'écran, c'est comment rédiger un Incoterm. On va le voir tantôt, mais ce qu'on va demander ou on va essayer de faire, c'est que, bien entendu, les fameux acronymes de 3 lettres que vous voyez à l'écran, FCA par exemple, qui est Free Carrier, donc qui est, moi en tant que vendeur, je remets la marchandise au transporteur désigné par mon acheteur. J'écrirai pas juste FCA, parce que si c'est FCA, moi en tant que vendeur, j'ai toute la latitude de le donner au transporteur indiqué, s'il est indiqué ou pas, selon ma convenance. Alors que vous voyez que l'Incoterm qui est indiqué là, FCA Montréal SDV qui est un transitaire, Incoterm 2010. Alors vous pouvez voir tout de suite dans l'Incoterm qui est là, qui est beaucoup plus long. D'ailleurs, on n'est pas dans une époque pour raccourcir les Incoterms, mais étant donné qu'on veut préciser davantage les informations, on va les allonger. Alors la mention Incoterm 2010 à la fin va être ajoutée à tous les Incoterms pour indiquer que cette transaction-là est soumise aux règles Incoterm, les nouvelles règles Incoterm. Alors, FCA Montréal SDV, je reviendrai avec un exemple tantôt, comment je pourrais aller préciser encore cela davantage. Alors, mais au moins ce que ça dit, c'est que moi, en tant que vendeur, je dois remettre la marchandise au transporteur de mon client qui est SDV à Montréal. Et dans le cas d'SDV, ça va, ils ont un seul bureau à Montréal, je ne peux pas me tromper. Mais si SDV avait 3 bureaux à Montréal, c'est pas assez précis. Moi, en tant que vendeur, je pourrais aller le laisser à l'endroit que je désirais le faire. Alors, on va commencer à embarquer dans le vif du sujet. Alors, les Incoterms multimodaux, alors vous pouvez voir les différents modes de transport. Est-ce que je peux utiliser un de ces Incoterms-là s'il n'y a que le camion d'impliqué, par exemple? La réponse est oui. C'est-à-dire, vous faites un mouvement de marchandises de Montréal à Cincinnati chez votre client et vous utilisez, par exemple, l'Incoterm DDP. Aucun problème. C'est vraiment indiqué. Ici, il y a 2 modes de transport, comme par exemple camion, avion et camion à la fin. C'est aussi bon également. Alors, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Un petit pouce en l'air pour... parfait. Excellent. Alors, je sais que les Incoterms, c'est une matière qui est quand même assez aride et sèche, mais on va essayer de rendre ça le plus intéressant possible dans les prochaines minutes avec l'Incoterm et le plus possible des études de cas. Alors, on peut enlever les pouces et les mains, on continue. Alors, le premier, pas beaucoup de changements pour ceux qui connaissent déjà cet Incoterm-là, c'est vraiment Ex-Works à l'usine, c'est-à-dire que moi, en tant que vendeur, je mets la marchandise à la disposition de mon client sur mes propres quais d'expédition. Alors, ce que ça veut dire, tout simplement, si je prenais, par exemple, le livre que j'ai devant moi ici et il reposait sur le quai, c'est-à-dire que dès l'instant où le transporteur attitré par mon client qui est envoyé, que la marchandise est soulevée du quai d'expédition chez nous, la responsabilité est transférée au client. Alors, bien entendu, vous allez peut-être me dire à ce moment-là, est-ce que Madame Lacroix, vous avez une question, peut-être juste l'écrire. Vous allez me dire, oui Sylvain, mais si par exemple le chariot élévateur soulève la marchandise dans mon entrepôt et le chariot, pour une raison ou une autre, tombe sur le côté, alors si vraiment c'est écrit Ex-Works, selon les règles qui sont là, la marchandise, la responsabilité serait donnée à l'acheteur, mais encore là, il y a toutes sortes de règles qui pourraient venir intervenir. Il y a 2 mains levées. Il y a oui. Monsieur Prudhomme, mais qui a levé la main. Qui a peut-être une question. S'il faut l'écrire en bas, la question. Donc, si vous vous arrêtez avec la main et vous avez une question à poser, vous devez nous l'écrire en bas où c'est écrit clavardage. S'il vous plaît. Donc, Ex-Works, c'est pas compliqué. Ma responsabilité en tant que vendeur va se terminer lorsque la marchandise est soulevée de mon quai. Dans le tableau comment enlever le pouce, faites juste, Madame Goudreau, recliquer sur le pouce.
Alors c'est comme ça que vous allez pouvoir l'enlever, ou sur la main, vous recliquez dessus, il va s'enlever. Alors, à l'écran, ce que vous allez voir, c'est le premier tableau d'une série de tableaux pour chacun des incoterms. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, on fait un survol des incoterms, mais comme Carl l'a mentionné plus tôt, vous êtes en mesure de télécharger le PowerPoint et vous pourrez conserver la documentation pour référence ultérieure. Ce qu'on a fait dans le premier côté, dans la première colonne, au niveau des coûts, on a pris les étapes entre le chargement chez le vendeur jusqu'à la livraison à l'acheteur, et on a fait 2 colonnes. Dans le fond, une colonne qui paye pour cet élément-là et qui assure le risque s'il y a un risque à assumer. Alors, on voit que dans Xworks, il n'y a pas beaucoup d'apparition du mot vendeur. Le seul endroit où il y a le mot vendeur, c'est dans la documentation. À tous les autres endroits, c'est vraiment la responsabilité de l'acheteur. D'ailleurs, la Chambre de commerce internationale étant donné les changements au niveau de la communauté européenne, entre autres, de l'utilisation de plus en plus fréquente des incoterms au Canada également, entre les provinces, et aux États-Unis, entre les États, donc dans des grands marchés sans frontières, la Chambre de commerce internationale suggère l'utilisation d'Xworks, non plus à l'international, mais davantage pour les marchés domestiques. Et j'explique ici pourquoi. Parce que vous avez vu dans le tableau précédent que la responsabilité d'aller chercher les permis, les visas par exemple, à l'export, sont la responsabilité de l'acheteur. Donc si je me mets dans les souliers d'un acheteur canadien, par exemple, qui voudrait aller en Allemagne et acheter des avions militaires, par exemple. Si on prend l'incoterm à la lettre, étant donné que ça prend un permis ou une permission spéciale ou un visa pour sortir les avions d'Allemagne, qui est mieux placé que les Allemands pour aller chercher ces visas-là et tout ça, alors que l'incoterm dit que la responsabilité, c'est le Canadien qui l'a. Alors, pour se retirer le plus possible de cet élément-là, laisser aux Allemands eux-mêmes aller s'entendre pour aller chercher des visas de leur pays, dans leur langue et tout ça. On suggère beaucoup d'utiliser Xworks pour les mouvements domestiques et on va suggérer FCA davantage comme premier incoterm pour l'international. La situation que vous avez à l'écran, c'est ce que j'expliquais. Donc, dans le fond, si par exemple c'était l'inverse, je voulais sortir des marchandises du Canada, vous savez qu'on a une formalité export au Canada qui est le B13, qui est tout simplement un document pour fin de statistique au gouvernement canadien, mais encore là, qui est mieux placé que le Canadien pour remplir ce document-là. Et si on a besoin, entre autres, d'aller chercher d'autres visas pour sortir la marchandise, c'est ce qu'on indique ici. Alors, le transporteur, qui est lui-même l'extension de l'acheteur, devrait lui-même charger son camion. Je reviens à l'exemple de tantôt. Donc, habituellement, si on prenait Xworks à la lettre, lorsque le camionneur de mon acheteur arrive chez moi, il devrait lui-même prendre le petit chariot et lui-même soulever la marchandise pour la mettre dans le camion. Ça, c'est vraiment l'interprétation d'un Xworks pur et dur. Je vous amène à l'autre diapositive avec une petite étude de cas, justement, sur Xworks. Alors, tout le monde connaît probablement une compagnie de bière en Grande-Bretagne qui s'appelle Guinness. Et donc, je prends l'exemple suivant, c'est que, voyez l'incoterm qui apparaît à l'écran, il dit Xworks, donc EXW, sur le Company Dock, Southampton, UK. Alors, ce que ça dit, c'est que l'acheteur, par exemple, un acheteur canadien, va aller acheter de la bière selon cet incoterm-là. Donc, ce que ça dit, moi, l'acheteur canadien, dois aller chercher la bière à Southampton, chez Guinness, par exemple, et les coûts de transport et la responsabilité, le risque en transport est assumé par le Canadien. Alors, la question est la suivante. Mon ami Guinness possède 4 entrepôts à Southampton. Alors, première question, c'est est-ce que le vendeur doit mettre le cargo à la disposition de l'acheteur? Donc, là, moi, je ne sais pas nécessairement qu'il y a 4 usines de Guinness à Southampton. Est-ce que c'est moi qui dois, en tant qu'acheteur, aller envoyer mon transporteur dans chacune des 4 usines? Ou encore, est-ce que Guinness devrait dire, Sylvain, vous avez acheté la moitié de la marchandise en canette, la moitié de la marchandise en bouteille. Moi-même, en tant que Guinness, je vais aller mettre ça dans un seul entrepôt et viens le chercher à tel entrepôt. Alors, c'est ma question. Donc, est-ce que Guinness a à faire ça? Et, bien entendu, si un ou l'autre a à faire ça, qui paye en cours de route pour amener le matériel dans un seul des entrepôts? Alors, la réponse est à la page suivante, à la diapositive suivante. C'est que, oui, c'est Guinness qui a la responsabilité, même si c'est un Xworks, de mettre la marchandise à ma disposition à un seul endroit. L'endroit sera de son choix.
OK? Donc, s'il y a 4 endroits dans la ville ou de Southampton où est-ce qu'ils sont, ils vont me dire, OK, Sylvain vient chercher à telle usine qui est notre usine à nous pour que tu viennes le chercher là. Donc, la responsabilité de Guinness, c'est de mettre tout ça dans la même usine pour que moi, je puisse aller récupérer rapidement la marchandise. Donc, par exemple, s'il y a un accident de camion entre l'usine de canettes et de bière, ben, c'est pas à moi de payer pour ça, parce que moi, ce que je vais faire, en tant que Canadien, je vais aller chercher la marchandise à un seul endroit, chez Guinness directement. Alors, c'était pour Ex-Works, donc c'est très simple, c'est le premier Incoterm. Donc, dans le fond, moi, en tant que vendeur, pas beaucoup de responsabilités. Les responsabilités sont vraiment transférées de l'autre côté à l'acheteur. Un Incoterm qui est déjà très utilisé et qui va l'être de plus en plus, c'est l'Incoterm FCA, donc Free Carrier. J'ai évité ici de traduire les Incoterms parce qu'il y a beaucoup de gens qui traduisent les Incoterms et souvent ça vient mêler les cartes. À l'international, on les utilise en anglais. C'est plus simple si on le fait comme ça. Alors, ce que ça indique ici, c'est que dans cet Incoterm-là, donc c'est chargé au départ ou acheminé au transporteur assigné par mon acheteur dans le pays d'origine. Donc, je n'aurai pas un FCA au pays de destination. C'est vraiment dans le pays d'origine. Alors, ce que ça dit, si on regarde les responsabilités d'un et l'autre, alors on voit que tout ce qui est chargement, transport local, coût du transport local, la documentation, les permis, les licences export. Alors, voilà la distinction principale également entre l'Incoterm, Ex-Works et FCA. C'est-à-dire que c'est moi, le Canadien, lorsque j'exporte, qui va m'occuper de toutes ces formalités-là. Alors, autrement dit, ce que ça dit, c'est que moi, je dois mettre la marchandise à la disposition de mon acheteur, pas déchargé, donc dans le fond, et à l'endroit qu'il va m'indiquer pour son transporteur. Alors, si je reviens, par exemple, et on va utiliser d'autres noms de transiteurs que vous connaissez, par exemple, à Montréal, avec Panalpina, par exemple. Alors, si l'Incoterm est FCA, Panalpina Montréal, Incoterm 2010, ma responsabilité, c'est de l'amener dans les bureaux de Panalpina Montréal, non déchargé. C'est-à-dire que moi, en tant que vendeur, je vais contracter un contrat de transport avec un transporteur local qui va l'amener jusqu'à chez Panalpina. Il va reculer au quai d'expédition. Et tant et aussi longtemps que Panalpina n'a pas ramassé la marchandise, c'est toujours moi qui est responsable. Encore une fois, dès que les employés de Panalpina ou son agent, dépendant comment ça fonctionne, vont soulever la palette hors du camion que j'ai payé pour le transport, la responsabilité est transférée à l'acheteur. Donc, à cet endroit-là précis, les coûts de transport et le risque est transféré à l'acheteur. Alors, la suggestion de la Chambre de commerce internationale, comme je vous mentionnais tantôt, on indiquait qu'on devrait l'utiliser comme obligation minimale pour les échanges internationaux, principalement pour tout ce qui est préparation de documentation à l'export du pays. Donc, on oublie souvent qu'ici au Canada, la seule formalité export qu'on a, c'est juste de compléter un document qui s'appelle le B13, mais il y a beaucoup de pays où il y a des formalités export beaucoup plus élaborées, et c'est pour ça qu'avec un FCA, on laisse vraiment aux gens dans le pays d'origine de s'occuper de ces formalités-là. Alors, Free Carrier signifie que le vendeur livre la marchandise au transporteur désigné par l'acheteur dans les locaux et qui ne s'est pas déchargé. OK? Et ici, ce qui est intéressant avec cet Incoterm-là, il y a des gens qui vont me dire, OK, Sylvain, mais Panalpina, par exemple, ont 2 endroits à Montréal. Il y en a un, par exemple, à Ville-la-Salle, qui est complètement à l'ouest de la ville, et un autre, par exemple, à Anjou. À quel endroit je vais aller le porter? Mais si l'Incoterm était juste spécifié FCA Panalpina Montréal, Incoterm 2010, j'ai le choix, moi, en tant que vendeur, de le laisser à La Salle ou à Anjou. OK? C'est mon choix en tant que vendeur. Il n'a pas été spécifié. Et je respecte mon Incoterm parce qu'il m'a demandé de le laisser chez Panalpina. Mais s'il veut vraiment que je le laisse à un endroit désigné, on pourrait même mettre dans l'Incoterm FCA, c'est ce qui est suggéré par la Chambre de commerce pour 2010, d'indiquer l'adresse. Alors, si l'adresse de Panalpina à Montréal est sur Stewart Graham, par exemple, donc s'ils sont à l'aéroport de Dorval, on va venir écrire FCA, l'adresse, 6427, Stewart Graham, Dorval, Incoterm 2010. Et ça, c'est beaucoup plus précis. Ça porte beaucoup moins à confusion entre l'acheteur et le vendeur. On a une question, Mme Caron. Si vous voulez juste écrire votre question, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de question, juste recliquer sur la main. Alors, petite étude de cas sur le FCA. Alors, ce qui est intéressant, et dans la diapositive suivante,
même si la Chambre de commerce n'a pas encore publié le tableau qu'on avait avec les Incoterms 2010, c'est une question de jours. On en a construit un pour vous à ce moment-là. Alors ici, on dit que le transporteur choisi par l'acheteur s'est fait charger par le port de New York pour des frais de terminaux, puisque l'acheteur avait utilisé l'Incoterm FCA New York, Incoterm 2010. Le transporteur à New York refuse de bouger la marchandise à moins que moi, le vendeur, je paye. Donc, moi, c'est pas ma responsabilité de payer, en tant que vendeur canadien, de payer pour la marchandise. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai mis la marchandise à la disposition de mon client au port de New York. C'est ce qu'il voulait, selon l'Incoterm qui est là. Et le transporteur là-bas dit, moi, je ne touche pas à ça, à moins que tu payes des frais de terminaux. Alors, même si c'est pas ma responsabilité, pour m'assurer une fluidité dans le mouvement des marchandises, souvent, c'est ce que je vais faire. Je vais payer le transporteur et, OK, ce sera pas long, Mme Caron, on va répondre à votre question. Je vais payer le transporteur pour que le mouvement se poursuive. Mais ma question est la suivante. Même si j'ai payé et c'était pas ma responsabilité, est-ce que moi, en tant que vendeur, je peux facturer mon acheteur pour cette transaction-là? Et la réponse, bien entendu, elle est oui. Je dois recharger. Je peux recharger. Ce que je vais le faire, c'est à ma discrétion, mais je peux recharger. Alors, la question de la Caron est la suivante. Si je livre de mon usine et je choisis le transporteur, je paie les douanes et le transport, que je recharge après, est-ce que c'est un FCA? Faut pas mélanger les choses, parce que là, vous avez mis les douanes dans tout ça, etc. Un FCA est un Incoterm qu'on utilise au pays d'origine. Alors, par exemple, si je suis un Canadien et que j'exporte les marchandises vers l'Europe, par exemple, je n'ai pas à payer les droits de douane. Je n'ai pas parlé de droits de douane encore. On est encore dans mon pays. Alors, les deux Incoterms qu'on a parlé, Ex-Works, toutes les responsabilités sont à l'acheteur. Dans FCA, je fais un pas de plus, c'est-à-dire je prends la palette qui était sur mon quai, la fameuse palette de tantôt, je la mets dans un camion que je paye pour et j'amène le camion à l'adresse du transporteur de mon client. Et là, on ne parle pas du tout de frais de douane à ce moment-là. Alors, je vais relire votre question pour être sûr que j'y réponds. Merci. Si je livre de mon usine, oui, je choisis le transporteur, je paie les douanes et le transport. Alors, dans le FCA, le transport pour l'amener au transporteur choisi. Donc, la toute petite portion de transport que vous avez pour mettre la marchandise à la disposition de votre client, chez Panalpina, dans notre exemple de tantôt, vous avez à payer cette partie de transport-là. Mais l'autre transporteur, ce que vous avez à le laisser, c'est pas votre responsabilité, c'est le transporteur qui a été choisi par le client. Et à ce moment-là, quand vous avez amené cette marchandise-là à la disposition, vous n'avez pas à payer de droits et taxes pour des douanes, vous êtes encore au niveau du côté canadien. Madame Caron, faites juste me dire OK ou le pouce en l'air si ça fonctionne, si j'ai répondu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans les Incoterms, effectivement, dans les Incoterms de destination de l'autre côté, on va parler des fameux droits de douane, des droits et taxes et tout ça. Madame Caron, juste recliquer sur votre main. Alors, dans le dessin qui est là, j'ai tenté de faire ça le plus simple possible, mais je vous dirais que la diapositive qui est là résume en un seul coup d'œil les Incoterms 2010. Alors, je reviens aux deux Incoterms qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Vous les voyez du côté gauche de l'écran. Alors, vous voyez que Ex-Works, si je tire une ligne médiane, c'est-à-dire en plein milieu, vous voyez une ligne qui va de gauche à droite. Si on prend le haut de cette ligne-là, où ce que les bâtiments, les avions et tout ça, vous voyez qui assume les coûts. Et en bas de la ligne médiane, vous voyez qui assume les risques ou assume la responsabilité. Alors, vous voyez que jusqu'à maintenant, c'est assez basique. Ex-Works, c'est vraiment la responsabilité de l'acheteur de payer pour le transport et les responsabilités à partir de l'usine du vendeur. FCA, vous voyez, on fait un petit bout de plus. Je dois, en tant que vendeur, mettre la marchandise dans le petit camion qui est là et amener le camion. Ah oui, c'est vrai. Merci, Carl. C'est vrai, j'ai oublié ça. Alors, dans FCA, je dois prendre la marchandise ici à mon usine et l'amener avec le camion qui est ici à l'endroit qui est désigné par mon client. Alors, ce que je disais tantôt, lorsque j'amène la marchandise chez Panalpina, ma responsabilité est vraiment de partir de mon usine, l'amener chez Panalpina, mais le déchargement est à la charge
du client de l'autre côté. OK? Ma responsabilité, c'est vraiment de l'amener à sa disposition. Donc, les deux premiers incoterms, très simples, c'est des incoterms du côté, du côté vraiment à l'origine. Je vais revenir à l'occasion sur ce tableau-là parce que dans le fond, après chacun des incoterms, c'est l'incoterme qui, c'est le tableau qui, une image vaut 1000 mots. Pendant qu'on est sur le tableau, je vais vous amener aux deux prochains incoterms tout de suite. Alors, vous pouvez voir qu'il y a encore deux incoterms où on voit les mentions autant du côté du côté origine et du côté destination. Il s'agit de CPT et de CIP. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une discordance entre les deux parce que vous voyez que dans la colonne du haut, je vais l'entourer ici, dans la colonne du haut, je paye le transport. Donc, toujours dans les souliers du vendeur, je paye le transport jusqu'à la destination convenue de l'autre côté. Alors, vraiment, là, le transport est payé localement, si c'est de l'avion, du bateau, de l'autre côté, jusqu'au lieu défini dans l'incoterm. On va le voir en détail tout de suite après. Tandis que ma responsabilité, alors on voit ici qu'en CPT et en CIP, ma responsabilité s'arrête du côté canadien. Donc, lorsque j'ai remis la marchandise au premier transporteur, donc lorsque j'ai amené la marchandise au transporteur principal, donc si c'est à Montréal pour le transporteur maritime ou aérien, ma responsabilité se termine. Donc moi, je paie le transport jusque l'autre côté. Par contre, ma responsabilité s'arrête du côté canadien. Alors, ce sont des incoterms intéressants à utiliser principalement en aérien, parce que c'est vraiment du côté ici canadien que lorsque j'amène la marchandise pour l'aéroport, entre autres, Madame Caron, je vais prendre votre question tout de suite après, que je vais assumer les frais et risques. Vous dites que ma question était le client US qui vous dit. Erreur. Que je comprends pas tout à fait votre question par rapport au FCA. C'est votre client qui vous indiquait cette question-là. OK. Alors, rapidement, on va terminer avec ça. Pour CPT et CIP. OK, oublie cette question, je n'ai pas fini d'écrire. Ce qu'on pourra faire, vous pourrez me la reposer un peu plus tard. Donc, CPT, donc les deux incoterms qu'on vient de voir. CPT, livraison au premier transporteur, frais de déchargement du mode principal et sans assurance pour le transport. Donc, ce que ça veut dire, tout simplement, si je prends le tableau qui est là, alors on voit que moi, en tant que vendeur, je paye le transport jusque de l'autre côté. Par exemple, si on fait un CPT, merci Carl, un CPT dans un terminal de l'autre côté ou au lieu convenu qui est de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, je vais payer le transport jusque de l'autre côté, tandis que vous voyez que l'acheteur, lui, prend le risque, la colonne de droite, vraiment à partir du côté canadien. Alors ça, c'est vraiment quand, par exemple, moi, je suis un acheteur canadien, puis je dis à mon client, on va faire un FCA, moi, je n'ai pas de responsabilité, je te l'amène à Montréal, chez ton transporteur, pas de problème. À partir de là, je veux me libérer du transport et des risques. Là, le client de l'autre côté, par exemple, si je prends toujours mon exemple du client allemand, il dit, Sylvain, moi, vraiment, ton livre, je veux les acheter, tes livres, mais j'aimerais ça que tu les livres jusqu'à mon terminal chez nous à Bremen. D'accord, je vais prendre le risque en transport, mais j'aimerais que tu payes le transport. Alors, si tu me vends chacun de tes livres $50, ben, paye le transport jusqu'à Bremen et on va s'entendre sur un CPT. Il pourrait être utilisé dans cette occasion-là, par exemple. Okay? Donc là, moi, en tant que vendeur canadien, je voulais pas nécessairement faire ce mouvement-là, mais pour avoir la commande, parce que c'est une belle commande, le client m'intéresse de l'autre côté, je suis prêt à étendre mon risque jusque dans son pays d'origine à un point qui est défini. En excluant les droits et taxes toujours. Je ne paie que le transport. Les droits et taxes, vous pouvez le voir à l'écran, sont la responsabilité de l'acheteur de l'autre côté. Alors ça, c'est vraiment pour le CPT, qui est un entre-deux, si vous voulez. Paye le transport jusqu'à l'autre côté, garde les risques jusqu'ici. Quelle différence y a-t-il avec le CIP, qui est l'incoterme suivant, et qui sont deux incotermes pratiquement jumeaux? C'est que le I dans l'incoterme signifie qu'il y a de l'assurance, que le vendeur doit prendre une assurance. Alors ici, je m'explique, c'est que c'est le même principe au niveau des coûts et risques. C'est-à-dire, moi, en tant que vendeur, je vais payer le transport jusqu'à l'autre côté. Par contre, je vais assumer des risques ici.
mais je vais contracter une police d'assurance. Donc moi, en tant que vendeur canadien, je vais contracter une police d'assurance, je vais payer la police d'assurance et elle va être émise comme bénéficiaire à mon client allemand qui, lui, s'il y a une avarie entre le moment où je l'ai laissé au premier transporteur du côté canadien, par exemple, il y a un accident d'avion, il y a un accident maritime ou peu importe, ce sera à lui, le bénéficiaire de la police d'assurance, de faire les réclamations auprès de la compagnie d'assurance ou des transporteurs. Donc ça, c'est important. Donc, il y a juste 2 incoterms où ce que l'assurance est inclus sur les 11, et le premier, c'est CIP, qui est d'ailleurs le seul incoterm du côté du multimodal qui a une assurance d'inclus. Et ce qui est important de comprendre également, c'est que l'assurance qui est incluse, c'est une assurance minimale, et dans le jargon assurance cargo, je vais en parler tantôt, c'est vraiment une assurance perte totale. C'est-à-dire que si, par exemple, dans mes livres, il y a eu un accident avec le container, par exemple, et de l'autre côté, la compagnie d'assurance fouille le container et il trouve un livre qui est intact et qui est utile pour la revente, eh bien, mesdames et messieurs, vous ne serez pas dédommagés parce que l'assurance est des pertes totales. Alors, c'est pour ça qu'on va parler des assurances tantôt. Lorsque vous contractez des assurances, prenez une assurance tout risque. Tout risque dans le sens TOUS, donc qui couvre tous les risques. On continue. Étude de cas pour un CIP. Alors, je donne l'exemple suivant encore une fois. C'était un CIP au Incoterm 2010, Heathrow Airport London, SDV Terminal. Encore une fois, vous voyez que cette fois-là, on écrit l'Incoterm après n'importe comment. On a mis Incoterm avant, on a mis Heathrow après. Ça peut arriver que l'Incoterm soit écrit comme ça. La Chambre de commerce demande à ce qu'il soit écrit à la fin, mais cet Incoterm-là est aussi bon. Il est juste dans un ordre différent. Madame Lacroix, je vais prendre votre question tout de suite après. Donc l'aéroport va charger le transitaire, encore une fois, pour le mouvement sur le site de l'aéroport, même si je ne suis pas nécessairement responsable en tant qu'acheteur de payer pour, parce que j'ai dit tantôt que dans un CIP, c'est le vendeur qui doit payer pour les frais dans le terminal de destination. Même principe que tantôt, oui, je peux recharger mon vendeur. Alors, vous dites que les assurances sont payées jusqu'où? Ben, les assurances suivent l'Incoterm. Alors, si mon CIP est exactement l'Incoterm qui est à l'écran, c'est-à-dire que ma responsabilité va se terminer, l'assurance va se terminer au moment où le client va prendre possession de la marchandise au lieu qui a été livré. Donc, l'Incoterm qui est là, qui dit que ma responsabilité de vendeur, je payais le transport jusqu'à temps qu'il arrive au terminal à l'aéroport de Heathrow à Londres, bien à ce moment-là, quand la marchandise va être récupérée par le client, l'assurance se termine là. Donc, pour la dernière portion, c'est-à-dire que si le client est à Liverpool, par exemple, c'est sa responsabilité à lui entre, par exemple, l'aéroport de Londres et son entrepôt ou son endroit. Si lui veut prendre l'assurance supplémentaire, c'est à lui de le faire, parce que l'assurance qui était inclue dans cet Incoterm-là est terminée, parce que la transaction pour laquelle l'Incoterm est identifié est terminée. Donc l'assurance se terminerait lorsque le client récupérait cette marchandise-là. Alors ça, c'est vraiment les Incoterms qu'on vient de voir, qui sont principalement les Incoterms où ce qu'on a soit on paie le transport ou on a une responsabilité du côté à l'origine. Donc, les 4 premiers. Les 3 derniers sont vraiment les Incoterms où moi, en tant que vendeur canadien, je prends toujours le même exemple, va amener la marchandise, va payer le transport principal, donc l'avion, le train, le bateau, donc le transport principal, jusqu'à un lieu de destination convenu. Ce qui est intéressant avec le DAT, on va le voir beaucoup au niveau du transport maritime principalement, c'est que même si, vous le savez, il y a une grande disproportion entre les pays, donc les pays européens qui font de la logistique depuis très longtemps, les pays nord-américains également, les Asiatiques qui montent en flèche et qui construisent des terminaux portuaires et aériens fantastiques, versus par exemple certains endroits en Amérique latine ou en Afrique. Même si entre les pays, il y a beaucoup de discordances, au niveau des terminaux portuaires, depuis 2001, entre autres, il y a eu beaucoup
d'améliorations qui ont été faites. Et cet Incoterm-là vient du fait que maintenant, les technologies utilisées pour transporter ou transborder les conteneurs et tout ça, c'est relativement efficace, qu'on soit à Djibouti, qu'on soit à Santiago au Chili ou qu'on soit à Bremen en Allemagne, ce qui fait en sorte qu'il y a moins de risques lorsqu'on va livrer une marchandise au terminal. Alors celui-là va gagner beaucoup en popularité aussi. Je reprends mon exemple de négociation avec mon Allemand de tantôt. L'Allemand il dit, OK Sylvain, moi là, $50 pour tes bouquins, je vais en prendre, je vais te commander un container de 20 pieds, mais je veux que tu viennes le livrer jusqu'en Allemagne. Amène-le jusqu'au port de Bremen, à partir de là, je m'en occupe. Ce qui est maintenant très courant dans les transactions. Pourquoi? Parce que moi, en tant que Canadien, je les connais, les transporteurs au Canada, je connais les responsabilités que j'ai, on se connaît entre nous autres, on connaît les us et coutumes. Je ne sais pas comment ça fonctionne de l'autre côté nécessairement. Alors, étant donné que le port ou l'aéroport, le terminal qu'on parle ici, est un endroit international où on a les mêmes règles de fonctionnement, j'ai moins de risques, si vous voulez, lorsque j'amène la marchandise, je paye jusqu'à la rive de l'autre côté, et que, par exemple, l'autorité portuaire de Bremen signifie qu'elle a fait réception du container. À ce moment-là, lorsque le reçu est émis comme quoi le conteneur est entre les mains de l'autorité portuaire ou aéroportuaire, mes responsabilités en tant que vendeur se terminent. Okay? Je dois payer les frais de terminaux sur l'aéroport, mais une fois que ça a été fait, la marchandise est maintenant prête pour l'acheteur, pour le dédouanement et le transport final, mais toute cette partie-là est à la responsabilité de l'acheteur. Donc, c'est vraiment comme on voit sur le tableau. Vous voyez que l'acheteur, dans le payé par, vous voyez ici que l'acheteur doit vraiment s'occuper de toutes les formalités à destination, tandis que moi, en tant que vendeur, ma responsabilité s'arrête vraiment au déchargement au terminal principal, dans l'exemple présent pour Bremen en Allemagne, par exemple. Alors, donc, c'est ça. Donc, les marchandises sont considérées comme livrées quand elles sont déchargées au terminal. C'est pas idéal en aérien. Je vous explique pourquoi. En aérien, c'est pas idéal parce que lorsque j'amène de marchandises à Montréal, moi, en tant que Canadien, souvent, on va me faire payer les frais d'aéroport ici à Montréal, mais à partir de là, lorsque le transporteur l'a pris en charge, toutes les charges vont aller souvent de l'autre côté. Je voudrais pas avoir à payer en plus les charges à l'aéroport de, je ne sais pas si c'est un aéroport à Bremen, mais par exemple à Düsseldorf ou quoi que ce soit. Donc, si vous faites de l'aérien et que vous êtes habitué d'utiliser DAT pour le maritime, remplacez votre DAT en aérien plutôt par CIP et CPT. Laissez des charges d'aéroport à votre destinataire allemand ou européen de l'autre côté. L'incoterm suivant, qui s'appelle DAP, remplace principalement le DDU, qui était avant le Delivery Duty Unpaid. C'est-à-dire qu'ici, on va, en tant que vendeur, payer pour le transport et assumer le risque jusqu'à destination convenue. Donc, si j'ai vendu, par exemple, de la marchandise à Carrefour, qui est l'équivalent de Walmart en Amérique du Nord, en France, et je vais faire une livraison, par exemple, à Marseille, chez Carrefour, ben ma responsabilité en tant que vendeur canadien va être vraiment jusqu'au moment où la marchandise va être livrée. Donc, je paye les coûts de transport, j'assume le risque jusqu'à temps que ça arrive chez Carrefour à Marseille. Donc, par exemple, ce serait un DAP Carrefour Marseille, Incoterm 2010. Et par contre, vous pouvez voir dans le tableau suivant que, étant donné que c'est un DAP, je n'ai pas à payer pour les droits d'entrée. Donc, je n'ai pas à payer pour le dédouanement, je n'ai pas à payer pour les taxes à l'entrée, la fameuse TVA, qui peut monter jusqu'à 20%. Donc, quand on l'a pas prévu dans nos coûts et on doit payer parce qu'on s'est trompé d'Incoterm, c'est pas intéressant. Et les taxes, donc les taxes, les duties, donc les droits d'entrée. Alors, c'est vraiment à la charge de l'acheteur. Par contre, vous voyez que le transport à destination me revient en tant que vendeur canadien. Ici, la particularité, c'est ça. Donc, les marchandises sont considérées comme livrées, mais non déchargées dans ce cas-là. Donc, tantôt, je payais les frais de terminaux au port, ce qui est bien, mais ça s'arrêtait là une fois qu'il avait été mis à la disposition de l'acheteur. Tandis que là, je dois amener la marchandise jusqu'au lieu convenu à Marseille, mais le déchargement revient à nos amis de Carrefour de l'autre côté. 3 petites questions rapides que vous pourrez vous référer. C'est qui entre le vendeur et l'acheteur qui doit assumer les frais de terminaux en DAT? Merci. C'est vraiment le vendeur, on l'a vu tantôt.
Qui, entre le vendeur et l'acheteur, doit assumer les frais? De terminaux en DAP, c'est la même chose. C'est vraiment le vendeur. C'est nous qui va assumer les frais de terminaux également. Et ensuite de ça, peut-on utiliser DAP ou DAT pour une livraison à un port de mer? Tout à fait. Ça se peut que dans un DAP aussi, qu'on peut utiliser un port de mer également. OK? Alors, mais l'incoterme DAT va être beaucoup plus utilisé pour livraison au terminal. Et DAP va être utilisé lorsque je vais aller livrer chez mon client ou à un entrepôt désigné par mon client et je n'aurai pas à payer les droits et taxes à l'entrée. Donc c'est ça, là, vous avez les réponses à la diapositive suivante. Et le dernier incoterme au niveau du transport multimodal, c'est le DDP. Alors là, la marchandise, elle est payée jusqu'à destination. Je vais vraiment tout payer en tant que vendeur. Je vais payer le dédouanement, je vais payer les droits et taxes. Et bien entendu, ce que nous, on vous suggère, c'est de rester le plus loin possible de cet incoterme-là. Comme on disait tantôt, on ne connaît pas la culture de l'autre pays. On ne sait pas comment ça fonctionne nécessairement. Par contre, comme on peut voir dans la dernière phrase de la diapositive qui apparaît à l'écran, il y a des circonstances où le DDP peut être intéressant. Entre autres, DDP va être très utilisé aux États-Unis, puisque déjà les compagnies canadiennes vont souvent dire aux Américains, pas de problème, je vais te vendre mes livres à $50, DDP, c'est-à-dire que moi, en tant que Canadien, je vais les mettre dans le camion, je vais payer pour le dédouanement et je vais les acheminer, par exemple, jusqu'à Charlotte, en Caroline, à l'endroit désigné par mon client. Ça, on risque de le voir beaucoup en DDP au côté nord-américain. On utilise les transporteurs qu'on connaît, donc il y a un peu moins de risques. Et vous savez que si votre marchandise, elle est canadienne, surtout pour les marchandises originaires de l'ALENA, il n'y a pas de droits et taxes à payer. Donc ça, c'est intéressant. À l'international, Asie, Europe, tout ça, restez loin de ça à cause des taxes à l'entrée. Par contre, très utile pour les échantillons. Alors, vous voulez séduire un nouveau client, vous voulez envoyer les échantillons et vous voulez pas que le client paye, parce que souvent ça va arriver, les gens vont envoyer des échantillons et le client à l'autre bout se cogne à la porte, UPS, FedEx, DHL vont leur charger 1,50, 1,75, 100 $ de droits d'entrée et souvent les gens vont refuser l'expédition. Alors pour éviter ça, vous pouvez prendre un DDP bien entendu. Aussi, si votre marchandise a des faibles valeurs, vous expédiez des CD à l'international et vous utilisez ces transporteurs-là, vous pouvez y aller. Et lorsqu'on écrit low value shipment sur l'envoi, oui. Normalement les frais de douane sont au minimum ou inexistants avec UPS, oui. DHL et les autres. Oui, mais idéalement, vous devez quand même écrire une valeur commerciale sur la facture, et même si ça vaut pas grand-chose parce que c'est un échantillon, il n'y a pas de transaction internationale qui doit se faire à $0. OK? Alors, bien entendu, vous devez mettre quand même une valeur commerciale. Mais c'est effectivement un bon point. L'autre problème potentiel qu'on a avec DDP, c'est le problème miroir qu'on avait avec Ex-Works. C'est-à-dire que si on utilise Ex-Works à l'international, toute la responsabilité est à mon acheteur allemand d'avoir les permis canadiens pour sortir du Canada. Ça devient difficile. Même chose du côté européen. Si moi, je vais vendre, par exemple, non pas des livres, mais par exemple de l'armement en Allemagne, j'ai fait toutes les démarches pour sortir les armes du Canada, mais lorsqu'elles arrivent en Allemagne, que je paye le transport, je paye la douane et tout ça, la douane allemande saisit mes armes parce que j'ai pas de permis pour les rentrer de l'autre côté, mais mon acheteur de l'autre côté, lui, n'a aucune responsabilité dans ça. La responsabilité est aux Canadiens. Et là, bonne chance, vous parlez aux Allemands dans une langue que vous connaissez pas, avec des juridictions que vous connaissez pas. Et vous savez que l'ignorance, vous pouvez pas plaider l'ignorance au niveau international lorsque vous voulez passer des marchandises dans un autre pays. Rapidement, je termine. Rapidement, en passant avec les 4 incoterms fluviaux. Alors vraiment ici, ce qui est important de comprendre, c'est que les incoterms maritimes, les 4 incoterms maritimes, c'est vraiment pour des incoterms où il y a seulement des mouvements par bateau. Alors, un exemple très très simple à comprendre, Ultramar à Québec, qui achèterait par exemple du pétrole non raffiné en Russie. Alors, l'incoterme FAS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité des Russes, c'est d'amener le pétrole jusqu'au port. La responsabilité de l'Ultramar dans un FAS, c'est d'affréter le bateau, amener le bateau jusqu'au port, par exemple à Saint-Pétersbourg, exemple. Et donc, les Russes auraient respecté leur incoterm. Dans l'incoterm Free on Board, or FOB, la responsabilité des Russes va se terminer lorsque le pétrole va être déchargé dans le bateau et que le bateau va avoir quitté le port de Saint-Pétersbourg. OK? Et à partir de là, toutes les charges, tous les risques sont assumés par Ultramar. Et dans l'exemple ici, on indique
Ce qui est arrivé dans le fond, pourquoi on a séparé les Incoterms multimodaux de maritimes, c'est que maintenant avec les technologies, le mouvement de la grue, le passage de la ligne imaginaire, on s'est débarrassé de tout ça complètement. Et dans les 3 Incoterms que je vous parle là, donc FOB, CFR, CIF, la marchandise, elle est dans le bateau. La responsabilité se termine dans le bateau. Alors, si je prends l'autre Incoterm suivant, ben, la responsabilité des Russes se termine, en termes de risque, se termine lorsque le pétrole est dans le vaisseau, mais ils payent le transport jusqu'à temps que le vaisseau vienne toucher à Saint-Romuald, à Québec, le vaisseau de ce côté-là. Et le dernier Incoterm, le I, donc l'assurance, ça revient à ce qu'on disait tantôt, le pétrole est déversé dans le vaisseau, et à partir de là, ce qui arrive, c'est que les Russes vont payer le transport et vont payer le transport jusqu'à Saint-Romuald, mais vont contracter une assurance cargo, perte totale pour Ultramar. Ici, si Ultramar, je vais prendre la question de M. Guévremont tout de suite, si Ultramar veut assurer eux-mêmes la marchandise en direction de Saint-Romuald, moi je vais leur suggérer qu'ils prennent une assurance cargo à partir du port de Saint-Pétersbourg pour couvrir tout risque, bien entendu, jusqu'à ici à Saint-Romuald. Question de Guyane Guévremont. Si mon client US s'occupe du transport, mais nous devons faire les documents et dédouaner avec notre courtier en douane, ex-work brokerage and duty included. Wow. Donc, en principe, là-dessus, votre client, donc là, vous avez un mix de toutes sortes d'affaires. Vous êtes encore dans les anciens UCC. Vous dites que votre client va s'occuper du transport, donc s'occupe de payer et d'assumer le transport, mais que vous faites la documentation, ce qui est votre responsabilité, mais que vous dédouanez. Ex-works brokerage and duty included n'est pas un bon Incoterm à utiliser. Votre Incoterm à utiliser va être un DAP. Ouf. C'est une très bonne question. Votre Incoterm va être un DAP ou un FCA. Ça n'a pas beaucoup de sens. La douane va être un ajout à un FAS ou un... c'est un peu ambigu comme possibilité, non? C'est un peu ambigu. La douane n'a pas à voir là-dedans. Parce que dans le fond, ce que vous faites, c'est vraiment un DDP que vous rechargez au client. Parce que pour avoir la charge de la douane, il faut être responsable du matériel jusqu'à la douane. Exact. C'est ce qui est un peu particulier avec ça, c'est que vous donnez toute la responsabilité à votre client pour le transport, mais que vous acceptez légalement l'entrée aux États-Unis de votre marchandise. Ça peut même être dangereux. C'est même très dangereux de faire ça. Moi, je suggérais beaucoup que, étant donné que c'est un transporteur, que vous faites plutôt un FCA. Bon, vous pourriez peut-être rajouter au bout de l'Incoterm 2010 que vous payez brokerage and duty included. J'irais plus avec un FCA à ce moment-là. Rapidement, je termine avec... merci de votre question, c'est une très bonne question. On termine dans 5 minutes. Rapidement, vous allez pouvoir vous y référer. Il y a effectivement des termes à l'écran qui sont là, les fameux termes UCC américains qui existent, donc les fameux FOB. On a voulu que les Incoterm 2010 se débarrasser des FOB, mais finalement, les Américains tenaient à les avoir quand même et on les a placés dans le transport maritime. Mais sachez que vous allez avoir quand même à les voir. Là, ce qui va arriver à partir de 2010, c'est que les Incoterm 2010 vont commencer à faire leur apparition, les Incoterm 2000 vont être encore là, et les UCC vont être encore là. Donc, on va avoir jonglé avec les 3, mais notre travail, c'est vraiment d'orienter de plus en plus la discussion entre acheteurs et vendeurs pour faire en sorte que les Incoterm utilisés soient de plus en plus les Incoterm 2010. Je termine avec un petit mot sur l'assurance cargo. C'est extrêmement important que vous preniez de l'assurance cargo. Pourquoi? Parce que la responsabilité des transporteurs, elle est pas limitée. Elle est très limitée. Comme vous pouvez voir, par exemple, je ne vais pas aller dans le détail, mais si, par exemple, je vais prendre la question de M. Lasselle dans une seconde, comme vous pouvez voir à l'écran, la responsabilité, elle est très limitée pour un transporteur. Si votre conteneur, par exemple, le bateau est en problème sur l'océan, le rôle du capitaine, c'est de garder le bateau à flot. Votre conteneur est sur l'au-dessus. Et pour garder le bateau à flot, on doit lancer le conteneur à l'eau. Je m'excuse, mais votre conteneur est perte totale. Si vous n'aviez pas d'assurance,
La seule responsabilité que le transporteur a, c'est de vous donner 500 $ pour votre conteneur. Alors, si vous avez des équipements là-dedans qui valaient 10 000, 15 000, 50 000 $, vous assumez carrément la perte. Alors, c'est extrêmement important que vous preniez des assurances cargo. Pourquoi? Parce que c'est ridicule ce que vous allez obtenir de votre transporteur. Quelle est la différence majeure? La question de M. Lasselle, la différence entre un CFR et un DAT. CFR, on va essayer de s'en débarrasser, on va le remplacer par un CPT. La différence majeure entre les deux, c'est que moi, en tant que client, je n'aurai pas le risque du transport à destination. Tandis que DAT, Delivery at Terminal, c'est que j'assume les coûts et j'assume les risques jusqu'à temps qu'il arrive au terminal, par exemple, mon exemple de terminal à Bremen. Tandis que dans mon CPT, je paye jusqu'à Bremen, mais j'assume pas le risque du transport en cours de route. C'est la différence entre les deux. Donc, pourquoi utiliser l'assurance cargo? Ben, vous le voyez, bien entendu, pour protéger votre risque, c'est extrêmement important. Et je terminerai là-dessus en vous disant que si moi j'étais une entreprise, je regarderais de très près les Incoterms 2010. Ils doivent faire partie de la négociation dès le départ. N'assumez pas, en anglais on dit assume, n'assumez pas ni d'un côté ni de l'autre que je pensais que on s'était entendu que tu me l'amenais jusque chez moi, je pensais que tu payais le transport, je pensais qu'il y avait une assurance cargo. N'assumez pas. Ça doit être par écrit, les Incoterms doivent être par écrit sur les différents documents. Donc, comment je peux dire ça? Sur votre bon de commande, sur vos listes de prix, n'hésitez pas à le mettre. En tant que vendeur, commencez vos négociations avec Xworks. Donc, si vous vendez vos livres 50 $, mettez Xworks sur vos listes de prix. À partir de là, au moins, vous avez un point pour négocier. Si vous n'avez rien écrit et que le client vous demande 50 $ DDP, votre discussion, votre négociation ne tournera pas nécessairement à votre avantage. Rappelez-vous que la responsabilité des transporteurs, elle n'est pas limitée, elle est très limitée. Assurez votre risque en prenant une assurance tout risque. Et les paiements, juste vous rappeler rapidement que les paiements, donc payer pour la marchandise, n'influencent en rien les Incoterms. C'est-à-dire que qui possède la marchandise en cours de route, c'est pas important si vous avez payé d'avance ou pas payé d'avance. Mais avec les Incoterms 2010, vous allez voir, pas nécessairement dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, la Chambre de commerce internationale veut que les banques commencent à allier leur paiement avec les Incoterms. Donc, par exemple, si je fais un transport, je vais vous mettre la diapositive, c'est beaucoup plus simple. C'est comme par exemple, sur l'exemple suivant, moi j'ai payé 30% d'avance pour de la marchandise que je veux faire venir de Chine et que je vais payer un autre 30% quand que ça va être un FCA chez mon transporteur à Shanghai, par exemple. Mais lorsque moi j'ai le reçu de mon transporteur à Shanghai, comme quoi il y a la marchandise dans sa possession, ma banque devrait donner l'autre 30%. Donc, on va essayer d'attacher les Incoterms avec les paiements. À ce moment-ci, ça termine pas mal la présentation. Vous allez pouvoir la télécharger après la présentation. En principe, Carl, est-ce que les gens ont mes coordonnées? Non, ici. Ils ont les coordonnées ici. Les coordonnées, parfait. Donc, vous appelez au CFCI, on vous donnera les coordonnées pour nous rejoindre. Je comprends et je suis conscient que présentation rapide qu'on donne en 3 heures habituellement, on passe beaucoup plus de temps, mais je pense que vous avez compris que de se concentrer sur les 7 Incoterms multimodaux, ça rend la tâche beaucoup plus facile. Si on enlève Xworks et DDP, qui sont les 2 extrêmes, il en reste vraiment 5. Et c'est vraiment avec ces 5-là qu'on a à travailler, à négocier. Donc, ça a de beaucoup facilité, dans le fond, les transactions. À ce moment-ci, Carl, on peut prendre quelques questions? Bien sûr. Parfait. Alors, si les gens ont des questions, peut-être juste lever votre main et inscrire dans le bas. Tu peux leur dire où se procurer le livre? Oui, mais comme on a mis tantôt sur une des diapositives, vous pouvez procurer le livre directement à la Chambre de commerce. Je pense même que la Chambre de commerce du Canada a commencé à la vendre aussi. Je pense même qu'elle est disponible sur Amazon ou les différentes plateformes web pour commander des livres. Je vous le suggère, peu importe si vous êtes des entreprises, des banquiers, des consultants, c'est un document superbe. Et comme les derniers Incoterms ont été là 10 ans de temps, mais je pense qu'un 50 $, 60 $ pour les 10 prochaines années, ça fait un investissement de 5-6 $ par année. C'est très, très, très utile. Alors, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de questions. S'il y en a qui ont des commentaires, des vœux, des souhaits, vous pouvez les faire aussi. On peut rester en ligne 4-5 minutes. OK, on a des questions.
Alors, une question de Émilie Barnabé. Pourriez-vous répéter le type d'assurance inclus dans les CIP? Donc, CIP et CIF. Donc, CIP du côté multimodal et CIF du côté maritime exclusivement. C'est une couverture minimum et c'est une couverture assurance perte totale. Alors, comme je disais tantôt, si votre cargaison n'est pas perte totale, vous ne serez pas dédommagé, même si vous avez une police d'assurance. OK? Donc, je reviens à mon exemple des livres, ou encore vous achetez des bouteilles d'eau, on arrive de l'autre côté, il y a eu une grosse avarie avec votre container, et l'assureur trouve une bouteille d'eau dans votre conteneur qui est encore bonne, qui est revendable, qui est utilisable, vous ne serez pas protégé. Alors, c'est une très bonne question, et moi, je vous suggère que même si vous êtes dans un incoterm CIP, par exemple, que votre vendeur, si vous achetez, a pris une assurance pour vous, double couvrez-la avec une assurance tout risque. Ça vaut la peine de le faire. Monsieur Renaud, est-ce que les courtiers en douane sont bien placés pour conseiller leurs clients? Super bonne question. Actuellement, la tendance est que beaucoup de courtiers en douane et de transitaires internationaux qui vont former leur personnel sur les nouveaux incoterms. Règle générale, habituellement, dépendant de la grandeur ou de l'envergure du transitaire ou du courtier en douane, il y a au moins une personne à l'interne qui connaît bien les incoterms, mais habituellement, oui, tournez-vous vers vos courtiers en douane, ou à plus forte raison, tournez-vous davantage vers vos transitaires, parce que c'est vraiment eux qui font le placement, qui discutent avec les agents à l'étranger, et qui, souvent, c'est eux qui vont relever s'il semble avoir un problème ou un manque de clarté ou de précision par rapport à votre incoterm. Parce que eux, ils regardent vraiment toute votre documentation avant de placer les commandes et tout ça. Alors oui, les courtiers en douane peuvent vous aider, mais je vous dirais que les transitaires sont en meilleure place pour vous aider. Alors, y a-t-il d'autres questions? J'espère que ça répond. C'est sûr que c'est rapide, mais je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a vraiment donné... et de toute façon, comme on disait tantôt, c'est intéressant. Vous pouvez télécharger le PowerPoint. Puis également, Carl a placé une petite vidéo de 4 minutes qui résume rapidement les principaux changements pour les incoterms. Alors, si ça a sonné, c'est parce que... Est-ce que M. Drolet est en train d'écrire une question? Alors, si j'ai pas d'autres questions à ce moment-ci, Carl, je te laisse le mot de la fin pour parler du FIT. Alors, merci beaucoup à tout le monde et puis contactez-nous si vous avez besoin d'un coup de main pour vos situations à l'international. Merci. Alors, un dernier mot, merci beaucoup. Formation courte mais très pertinente. Merci, bien apprécié, Madame Guévremont. Alors, je veux terminer en remerciant FIT qui vous a permis d'accéder à cette formation sans frais. Normalement, le Centre de formation en commerce international offre ce type de formation-là, mais à des tarifs rémunérés. Le but, c'est de pouvoir amener des formations très précises en commerce international, très pointues, mais de le rendre accessible dans toutes les régions du Québec. Ça coûte toujours très cher de prendre un professionnel et de le transporter à Val-d'Or, à Sept-Îles ou à Chandler, parce que ça prend l'avion, ça prend l'hôtel, ça prend le filet mignon, etc. Tandis que comme ça, on est capable de rendre accessibles des sujets pertinents de l'heure pour les exportateurs à des coûts qui valent la peine. Et de temps en temps, on réussit à faire financer une de ces opérations-là par un groupe intéressé. Et le plus actif ces temps-ci avec nous au Québec, c'est le FIT, qui met en place des programmes de formation très précis, très pointus en commerce international. Vous allez trouver toute l'information à fitt.ca. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette formation d'aujourd'hui. Vous pouvez la recommander à de vos confrères et consoeurs. Il y en a une seconde, encore une fois, qui est offerte par FIT le 1er décembre. On n'a pas encore fait l'annonce, mais il y a déjà des inscrits. Malheureusement, on a un nombre d'espaces limité dans ce genre de choses. Alors, les premiers inscrits sont les premiers qui seront là. Vous allez recevoir dans les prochaines heures un court sondage pour votre opinion par rapport à la formation que vous avez vécue aujourd'hui. Je vous demande de répondre à ça. C'est très utile pour nous permettre d'améliorer ça. Et les réponses au sondage seront transmises, bien sûr, aux commanditaires pour lui montrer votre degré de satisfaction, d'insatisfaction. Je vois que M. Drolet a des difficultés un peu sur sa bande passante. J'espère que le matériel est quand même assez fluide pour vous. Alors, je ne peux que vous remercier d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, répondez-nous, soit par le sondage,
soit sur courrier électronique à info@contactmonde.com, contact au pluriel. Merci beaucoup et bonne fin. N'oubliez pas d'aller en bas à droite complètement dans le document téléchargé. Vous pouvez aller chercher donc le PowerPoint, un document supplémentaire qu'on a mis en place pour vous sur les Incoterms, et je vous termine avec un petit vidéo de 4 minutes pendant que vous quittez. Merci. Et au revoir. The International Chamber of Commerce reviews the Incoterms and sees if they relate to the current world trade practices and trends. And they've received submissions, and out of those submissions they realised an update was required. So hence Incoterms 2010. Now you'll see from the subtitle there, it says ICC rules for the use of domestic and international trade terms. And this relates to some aspects in certain trade blocs. For example, the European Union has a number of countries in that trade bloc, and they don't have customs borders. It's a free trade zone. So some of the Incoterms didn't relate terribly well to their circumstances. Now, I'm not going to talk about that sort of a situation in this particular video. I want to talk about the changes that will affect most countries and companies trading in the world. So let's have a look at that. The revisions actually delete 4 terms: delivered at frontier, delivered ex-ship, delivered ex-key, and delivered duty unpaid. So they'll be deleted from Incoterms 2010. However, they'll be replaced by 2 terms: delivered at place and delivered at terminal. The other thing about Incoterms 2010, it reduces the categories from 4 in Incoterms 2000 to 2 in Incoterms 2010. And the first category is rules for any mode of transport. So we're talking about sea, air, road or rail transport, or if you like, ships and planes, trucks and trains. Now there's 7 terms, Incoterms here. And you can see amongst those 7 terms there's 2, the new terms, delivered at place and delivered at terminal. The second group, or category, is rules for sea and inland waterway transport only. And those typical terms are cost and freight, cost, insurance and freight, free alongside ship and free on board. Now, what I want to do is show you within the structure of the current Incoterms 2000 and relate the structure to what has taken place in the new revision. So in the current structure of Incoterms 2000 we have the first 2 terms, departure and main carriage unpaid, relating to the situation where the buyer is required to pay for the freight of those goods when they arrive in the buyer's country. In the second 2 categories, main carriage paid and arrival, it's the seller that needs to pay the freight in their country and add those freight costs to their invoice that they will supply to the buyer. So here is the Incoterms 2000, 13 trade terms, and now you can see in the Group D on this slide, highlighted in red, the 4 terms that will be deleted in Incoterms 2010. That is, once again, delivered at frontier, delivered ex-ship, delivered ex-key, delivered duty unpaid. So if you're using terms like that at the moment, or you know someone that is, you may need to sort of think about the new replacement terms, which will be delivered at place and delivered at terminal. So that gives you an overview of the structure of the 11 terms in the context of the structure of Incoterms 2000. That's the end of this particular video. I'll be putting out more videos about the changes in Incoterms and the implications. To do that, to find other videos, click on the YouTube that you're watching now, or go to twitter.com/Incoterms_2010 and go to the web link and click on that, and that will take you through to the resource pages. All the best with Incoterms, and I look forward to catching up with you in the future. Bye for now.